Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle webconférence sur le réseau mobilité d'Idelco. Aujourd'hui, donc, nous recevons le Grand Amiens pour une troisième session de webconférence en partenariat avec le réseau France Mobilité. Et donc, on va parler plan de mobilité rurale. Si je ne me trompe pas, l'objectif est donc de rendre plus mobiles toutes les populations et surtout de sortir de l'autosolisme. Donc, nous recevons Agnès Descamps, chargée d'études mobilité à l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois, Antoine Mazet, chargé de mission mobilité à la métropole du Grand Amiénois, ainsi que Xavier Descoutures, DGST de la communauté de communes de Somme Sud-Ouest. Avant donc de vous laisser la parole, je rappelle à tous les spectateurs qui sont déjà connectés que vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran, donc le Q&R. Surtout, saisissez-le et profitez pour partager avec nous et vos retours d'expérience et vos questions. C'est un exercice un petit peu délicat de parler devant un ordinateur sans voir à qui on s'adresse. Donc surtout, pour moi et surtout pour les intervenants, profitez et posez toutes les questions. Je les relayerai ainsi à nos intervenants. Sans plus attendre, donc du coup, je laisse la parole à Monsieur Mazet. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel en ce jour du 18 juin. J'espère que ce sera aussi productif que certains par le passé. Donc, pour rappel, les objectifs du webinaire, c'était donc de découvrir le plan de mobilité rurale de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, apprendre à développer un plan d'action autour d'un plan de mobilité, connaître les outils pour une meilleure coordination entre le pôle métropolitain et la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Donc, il ne faut pas vous étonner, on risque souvent d'appeler ça CC2SO dans le cadre de ce webinaire. Et enfin, appréhender la méthodologie de réalisation et de concertation d'un plan de mobilité rurale. Pour cela, nous vous proposons, dans le cadre d'une première partie, une introduction au plan de mobilité rurale, présentation du contexte territorial et de ce qu'est un plan de mobilité rurale. Dans un second temps, nous évoquerons les méthodes d'élaboration du plan de mobilité rurale. Ensuite, le contenu du plan et nous finirons par évoquer la mise en œuvre et son suivi. Donc, le plan de mobilité rurale, il s'agit donc d'un document qui est officiel et concerté. C'est un outil adapté aux territoires ruraux qui a été créé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015. On peut noter qu'il est remplacé dans le cadre de la loi LOM par le plan de mobilité simplifié qui reste facultatif. Donc, il s'agit d'un document qui complète le FRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Il donne lieu à une consultation des acteurs de la mobilité et du public. Et il s'agit d'un document qui doit être élaboré par le porteur du SCOT. En l'occurrence, dans le cas présent, le pôle métropolitain du Grand Amiénois. Donc, en résumé, le plan de mobilité rurale, c'est un plan pour mieux répondre aux besoins de mobilité en milieu rural, dans les conditions les plus avantageuses pour l'intérêt collectif et en favorisant les alternatives à la voiture solo et la complémentarité entre les différents moyens de locomotion. Donc, pour vous présenter le territoire, donc tout d'abord le territoire du porteur du SCOT et donc du plan de mobilité rurale, il s'agit donc du pôle métropolitain du Grand Amiénois. C'est un territoire qui est situé entre Lille et Paris. Il regroupe 8 EPCI pour 471 communes et il représente environ 66% de la population du territoire du département de la Somme. Donc, comme déjà évoqué, les porteurs du SCOT et disposent également de missions d'intérêt métropolitain comme la coordination des offres en matière de mobilité. Je vais laisser la parole à M. Descoutures. Oui, donc pour une présentation, avant d'avoir le détail de l'ensemble des actions objectifs du pôle mobilité rurale, une présentation du territoire. Donc, comme vous l'a indiqué M. Mazet, la communauté de communes Somme Sud-Ouest fait partie du pôle métropolitain, c'est un des 8 PCI, il se situe à ouest-sud-ouest de l'agglomération amiénoise. C'est une communauté de communes XXL, on le verra tout à l'heure, mais dans le détail, aujourd'hui, on est à 119 communes et un des 10 plus gros EPCI de France. Ce qui le caractérise aussi, c'est sa ruralité. Les plus grosses communes sont Pointe-Picardie, située plutôt au sud, et Rennes au nord, qui font moins de 3000 habitants, qui font 2700 habitants. Donc, on a
En tout, 40 000 habitants, un peu moins de 40 000 habitants, très rural, comme je vous disais, 42 habitants au kilomètre carré, sur un très grand territoire, 901 km². Donc, très forte ruralité, avec des pôles intermédiaires qui maillent le territoire en service et qui permettent de pouvoir mener des actions de manière organisée sur le territoire. La communauté de communes Somme Sud-Ouest, je vous disais, c'est un EPCI XXL fait suite à la fusion de 3 communautés de communes au 1er janvier 2017, pas au 1er janvier 2018, au 1er janvier 2017. La communauté de communes au centre qui s'appelle la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois, à l'ouest la communauté de communes de la région de Oisemont et à l'est la communauté de communes du Continois. Donc un territoire large, peu dense et aussi avec des caractéristiques démographiques différentes, socio-économiques différentes que l'on se situe au nord, au sud ou à l'est ou à l'ouest. 3 PLUI en cours, ça c'est aussi important, puisque la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois avait intégré, et on verra dans la diapo tout à l'heure, très tôt la problématique de la mobilité, ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins le cas sur les 2 communes de com de la région d'Oisemont et du Continuum, et ça se traduit par des actions qui étaient, tout du moins dans la partie diagnostique, différentes dans les PLUI qui sont en cours et qui ne sont pas au même niveau de réalisation. C'est la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois située au centre et la plus grande, qui faisait 20 000 habitants. C'est à partir de cette communauté de communes est né, je dirais, le goût pour la mobilité. Suite à un appel à candidature pour le pôle d'excellence rurale, la communauté de communes s'est investie dans cette compétence-là sur la thématique projet, innovation, santé, autonomie. L'objectif, c'était d'améliorer la mobilité des personnes âgées. Et plutôt que d'organiser du transport à la demande simplement pour un public particulier, la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois a proposé au conseil départemental, à l'époque autorité compétente pour l'organisation du transport scolaire, une délégation de compétences, une convention, pour organiser à la place du département ou d'un opérateur privé, mais là c'était des opérateurs privés, l'organisation du transport scolaire sur son territoire, sachant que on a tous les jours, voire 4 fois par jour, un autocar qui passe dans chaque village. C'était de profiter des transports scolaires pour permettre aux habitants du territoire de pouvoir accéder aux autocars, et dans le cas des transports scolaires, et une flotte de minibus a été acquise aussi pour permettre des trajets qui n'étaient pas organisés dans le cadre de l'organisation du transport scolaire. Donc en 2012, le département a permis à l'ex-com de com du Sud-Ouest amiénois d'organiser ce transport scolaire, et il y a eu création d'une plateforme de mobilité qui fait suite au pôle d'excellence rurale. Donc aujourd'hui, sur cette plateforme de mobilité, le cœur de métier, je dirais, c'est du transport scolaire, mais c'est aussi du transport périscolaire, extrascolaire, du transport de tourisme pour les associations, pour les collectivités. C'est du transport à la demande, et c'est aussi, dans le cadre du plan de mobilité rurale, toutes les mobilités douces qu'on peut voir, et d'autres formes de déplacement comme le covoiturage. Alors, en 2015, la communauté de communes du Sud-Ouest amiénois a de nouveau marqué son intérêt pour la mobilité au travers du PLUI qui a été engagé sur son territoire. Et en 2017, cette volonté s'est, je dirais, étendue à l'ensemble du territoire sur les 3 intercos, avec la création de la CC2SO et la mise en place, la création de ce premier plan de mobilité rurale dans la région Hauts-de-France. Le maître d'ouvrage, M. Mazet vous l'a dit tout à l'heure, il fallait que ce soit porté par le pôle métropolitain. Donc, c'est le pôle métropolitain pour, je dirais, le compte de la communauté de communes de Somme Sud-Ouest. Nous avons bénéficié, je dirais, plus d'une assistance, mais d'une maîtrise d'œuvre de l'ADUGA, l'agence d'urbanisme du Grand Amiénois, pour nous accompagner sur la réalisation et l'élaboration de ce plan de mobilité rurale.
sachant que Agnès Descamps vous le dira tout à l'heure, il y a eu pas mal de soirées qui ont été passées pour l'élaboration de ce plan de mobilité rurale, parce qu'on a beaucoup concerté pour l'établir. Le territoire d'expérimentation, c'est la Comdecom Somme Sud-Ouest, avec les appuis financiers de la région Hauts-de-France et de l'ADEME. On passe maintenant la parole à Agnès, qui va pouvoir présenter la méthode d'élaboration du plan. Comme c'est une formation, je vais détailler à travers le tapis la méthode, mais je passerai certaines assez rapidement. Donc en termes de temps d'élaboration et de calendrier, en termes de calendrier, donc je disais que l'élaboration du projet de plan s'est déroulée sur 15 mois et il y a eu toute une phase de procédure administrative, consultation, mais aussi prévalidation et validation un peu compliquée puisqu'il fallait faire valider le document par les deux instances, Somme Sud-Ouest et le pôle métropolitain. L'élaboration du projet de plan, il y a eu deux voire trois grandes étapes. Une première phase de concertation, je vais y revenir après, et puis l'élaboration de la stratégie et du plan d'action, ainsi que l'élaboration de recommandations pour les PLUI, qui là se sont déroulés en comité technique et ateliers avec les élus. Donc, il y a eu deux ateliers pour élaborer la stratégie et ensuite 4 duos de comités techniques suivis d'ateliers avec les élus pour travailler le plan d'action sur 4 grandes thématiques. Voilà, et puis un séminaire, un comité technique et un séminaire avant le rendu du projet. Alors, sur la phase de concertation, donc on n'est pas rentré dans l'élaboration du plan par une démarche, on va dire, classique de diagnostic, stratégie, plan d'action, mais on a voulu commencer l'élaboration par une phase de concertation, donc qui s'est traduite autour de l'organisation de différentes réunions et collecte de données. Donc, on a organisé 4 rencontres d'acteurs thématiques sur le thème de l'emploi, de la formation, de la santé et du social et du tourisme. On a organisé également 2 réunions publiques dans 2 bourgs du territoire, mais malheureusement, à la première, on n'a pas eu de participants. Et à la seconde, on a eu des participants qui étaient élus uniquement. N'empêche que cette réunion a été très intéressante et très riche en informations sur les pratiques des habitants du territoire. On a aussi réalisé avec la communauté de communes Somme Sud-Ouest une enquête auprès des clients du service de transport à la demande de Tissoa. Et puis, on a organisé un café croissant en gare de Poix. Donc, je vais détailler un peu toutes ces phases sur comment on a procédé. Donc, pour les rencontres d'acteurs, donc je disais, il y en a eu 4 thématiques avec tout le même déroulement. Première étape d'accueil et tour de table. C'était important déjà de faire parler les acteurs et de dire eux-mêmes comment ils voyaient la mobilité dans ce territoire. Ensuite, on a présenté la démarche de plan de mobilité rurale. Et la dernière étape, c'était des échanges sur la mobilité des publics ciblés. Et on a fait travailler individuellement les participants pour leur faire remplir cette fiche réponse où en fait on demandait à chaque acteur de décrire les publics cibles dont ils s'occupaient, qu'ils recevaient, et selon ces acteurs, quelle était la perception qu'ils avaient des déplacements de ces publics cibles, pour quel motif ils se déplaçaient, pour quel type, est-ce que c'était pour la courte distance, des relations avec l'extérieur du territoire, qu'est-ce qui pouvait freiner la réalisation de ces déplacements, quels étaient les moyens de déplacement utilisés, et puis s'ils utilisaient d'autres moyens que la voiture solo, quels étaient les manques, les problèmes, les difficultés rencontrées, les pistes d'amélioration.
Et puis, s'ils utilisaient la voiture solo, quelles étaient les alternatives à leur connaissance? Et s'il y avait des alternatives, comment mieux les exploiter? Et s'il n'y en avait pas, s'ils avaient des propositions pour éviter le recours à la voiture solo. Donc, on a récolté pas mal d'informations rien qu'avec ces questionnaires. Puis, une fois qu'ils ont eu rempli ces questionnaires, on les a fait partager ce qu'ils avaient pu chacun écrire et débattre autour de ça. Ensuite, l'enquête client auprès de TISOA. Donc, les objectifs, c'était de connaître le profil des clients de TISOA et leur utilisation du service, de recueillir leur opinion sur la qualité du service et de recenser leurs éventuels besoins de mobilité qui n'étaient pas satisfaits avec ce service. Donc l'agence a fait une proposition de questionnaire à la communauté de communes et c'est la communauté de communes qui a administré ce questionnaire par téléphone pendant les heures de bureau. Donc il y a 110 personnes qui ont été contactées sur les 116 personnes qui étaient inscrites dans le fichier client TISOA. Donc c'était les utilisateurs de TISOA depuis la création du service en juin 2013. Et on a eu 40 réponses, et donc c'est l'agence qui a fait la saisie et l'exploitation de ces questionnaires. Ça a permis notamment de récolter des pistes d'amélioration et puis de voir que le service était globalement satisfaisant, puisque 3/4 des personnes interrogées estimaient le service très satisfaisant. Ensuite, autre événement organisé dans la concertation, le Café Croissant en gare de Poix. Donc, la gare de Poix-de-Picardie, c'est la principale gare du territoire. Et donc, on a installé un barnum, des panneaux, un matin, donc les trains, un matin du 3 octobre 2017. Et on a distribué des questionnaires aux personnes qui s'arrêtaient au stand, ou voire même, on s'en est rendu compte, il y avait beaucoup de déposes de passagers à la gare, donc on a aussi distribué dans les voitures. Et ce qui nous intéressait surtout, c'était de savoir comment les gens accédaient à la gare, stationnaient, percevaient l'attente et comment ils en partaient, donc qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, et quelles étaient leurs propositions. Donc là aussi, on a eu des retours intéressants. On a recueilli 40 questionnaires sur les 4 trains qui partaient ou arrivaient ce matin-là, et ça représentait 23% des voyageurs transités par la gare. Alors, si on passe maintenant à la phase d'élaboration de la stratégie, donc pour la stratégie, on s'est appuyé sur tous les matériaux récoltés pendant la concertation, donc rencontre d'acteurs, réunions, tout ce que je viens de décrire. On s'est aussi nourri des travaux sur les PMI. Donc, comme le disait Xavier Descoutures tout à l'heure, les PMI n'étaient pas au même stade d'avancement selon les territoires. Il y avait 3 PMI engagés, mais certains étaient déjà au stade, avaient déjà débattu sur leur PADD, d'autres étaient en train de l'élaborer, et puis celui qui était le moins avancé, la région d'Oisement, était en train d'élaborer son diagnostic. Et on a organisé un atelier spécifique plan mobilité rurale PADD du PMI pour élaborer les propositions d'orientation stratégique, voire de plan d'action. On s'est aussi appuyé sur les entretiens communaux qui avaient été effectués par les différents bureaux d'études dans le cadre de l'élaboration des PMI. Et puis, on s'est aussi nourri d'une autre démarche, là, qui était démarche nationale, dans le cadre des assises de la mobilité, où des ateliers régionaux ont été organisés. Et celui qui concernait les Hauts-de-France s'est déroulé à Poix, notamment parce qu'il y avait cette démarche de plan mobilité rurale en cours et qui a interpellé l'État. Donc, on s'est nourri de tous ces travaux. On a réalisé une synthèse des enjeux
fait une proposition de structuration des propositions en orientation et qu'on a ensuite soumise à des ateliers d'élus dans lesquels les élus ont réagi, ont reformulé ces propositions et les ont priorisées. Donc voilà ce que ça donnait. Donc, par exemple, il y avait un premier travail demandé aux élus. Pour vous, à quoi doit contribuer la mise en œuvre du plan? Donc on avait organisé tout ce qu'on avait amassé lors des travaux précédents. On a organisé selon 3 thématiques, économie, sociale et environnementale et humain. Donc on a soumis cette proposition-là aux élus. Et on leur a demandé de trier, de reformuler, de compléter, voire de hiérarchiser. Et donc là, vous avez la proposition qui a été faite suite à l'atelier, donc en violet, ce qui a été rajouté ou modifié par bien prêté à ce jeu de réagir sur ces propositions. Même chose sur les orientations du plan pour parvenir. Donc, on a fait aussi des propositions d'orientation pour parvenir à l'objectif. Donc, à gauche, c'est ce qui a été proposé lors de l'atelier, et à droite, ce qui a résulté de l'atelier. Donc, on peut voir qu'ils ont changé les priorités, reformulé et complété les orientations. Donc, c'est en orange. Hein. Était modifié par les élus. Sur la diapo suivante, on leur demandait quel sujet leur semblait prioritaire pour chaque orientation. Et donc en orange, c'est ce qui leur a semblé prioritaire, et puis en gras, c'est ce qui est apparu revenu de façon récurrente. Donc, pas mal de choses qui leur semblaient prioritaires. Ils ont rajouté peu de choses par rapport à ce qui avait été proposé. Ensuite, sur l'élaboration du plan d'action, donc le programme d'action, c'est un programme d'action thématique par champ opérationnel, pas par orientation, parce qu'on s'est dit que dans la pratique, dans la mise en œuvre du plan, ça serait plus facile de proposer par thématique. Et donc, chaque action peut contribuer à la mise en œuvre d'une ou plusieurs orientations. Et ces actions, elles sont de différentes natures. Elles peuvent être du ressort de la communauté de communes ou du pôle métropolitain. Elles peuvent être du ressort d'autres acteurs, mais dans ce cas-là, elles peuvent nécessiter un soutien technique ou une maîtrise d'ouvrage déléguée de la CCD métropolitain. Et parfois, là, c'est du ressort carrément d'autres acteurs, régions, départements, communes, mais ça a plutôt des vœux ou des recommandations que formule la communauté de pôle à travers les plans. Et le calendrier des actions, il est calqué grosso modo sur le calendrier des PLUI. Donc, les actions ont été priorisées par les élus. Le programme d'action, il a été construit à partir des mêmes travaux que la stratégie, finalement. On a été plus dans le détail. Donc, on est reparti de toute cette matière accumulée. On a fait des propositions. On a complété la connaissance pour étayer ces propositions. Il a fallu aller vérifier sur le terrain, faire des analyses complémentaires, faire des entretiens aussi avec le conseil régional, notamment d'offres de TER ou de transport par car, sur chaque thématique, on a organisé un groupe de travail technique. Là, on a passé chaque proposition à la moulinette des participants et on a reformulé. Et ensuite, on a eu des réunions avec les équipes pour réagir et prioriser sur ces propositions. Donc là, j'ai un exemple de l'atelier sur les mots doux, comment il était structuré, donc avec la présentation des propositions d'action par l'agence, des questions de clarification et de réaction participants,
Ensuite, chaque élu réfléchissait individuellement sur la base du support qu'on leur avait remis. Ils pouvaient faire des propositions, reformuler les propositions. Un troisième temps de retour sur leurs propositions de reformulation. Et puis un dernier temps où on leur demandait de voter, de mettre un bâton devant les actions qu'ils considéraient comme ayant un intérêt immédiat et une croix devant les actions sans intérêt pour le plan. Donc là, pour poursuivre l'exemple sur cette 12, on a proposé différentes grandes familles d'actions. Par exemple, la première, conforter et développer les liaisons cyclables entre communes pour les déplacements quotidiens et de loisirs. Donc, on peut aller sur la diapo suivante. Et cette famille d'actions se fait aussi en sous-actions. Par exemple, la première, conforter les voies vertes, suivante, et qui se déclinait elle aussi en plusieurs points. Il y a notamment la mise en valeur de la continuité de la voie verte Poisenon-Clermont-2 dans la traversée des Rennes, dans le secteur de la gare. Et donc, on a illustré par des photos prises sur le terrain pour expliquer les problèmes. Donc, là, on voit à peine sur la photo qu'il y a une piste cyclable qui a été aménagée et elle est interrompue dans la traversée du bourg de Rennes. Et donc là, c'est la fiche, c'est la synthèse de la fiche qui a été remise à chaque élu. Et vous devez prioriser les différentes propositions. Et on voit par exemple sur l'action conforter des voies vertes, 9 élus ont décidé que c'était un peu immédiat. Par contre, pour compléter le maillage, pour constituer un itinéraire cyclable sécurisant, deux élus ont décidé ça et 5, il fallait la retirer du plan. Finalement, cette saison est restée puisque dans le cas du PMI, elle a été estimée d'un intérêt donc ça montre aussi que l'intérêt d'élaborer concomitamment le plan de mobilité rurale et le plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, sur le contenu du plan, je repasse la parole à Antoine. Alors, donc le plan de mobilité rurale, il est composé de deux parties. Donc une première partie qui est donc appelée les fondamentaux. Donc cette partie contient la synthèse du diagnostic, la stratégie à long terme en matière de mobilité, un plan d'action résumé et les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan. A été greffée une seconde partie intitulée le plan d'action détaillé. Donc chaque champ opérationnel et chaque levier et action sont détaillés et une contextualisation est également greffée à ça. Au sujet du diagnostic. Donc, diagnostic qui a donc été fait notamment suite aux différents à ce qu'Agnès vient de vous expliquer. Donc, le comité de communes Somme Sud-Ouest, c'est un territoire qui dispose de nombreux atouts, puisqu'on constate la présence de 2 haltes TER et de 2 haltes taxi TER, donc Nantes-Scovovilliers et Poix-de-Picardie au sujet des haltes TER, et Saint-Segré-Fouillois pour les haltes taxi TER. Donc, ça permet vraiment d'avoir une liaison rapide, notamment vers Amiens, qui est la ville à proximité qui regroupe de nombreux emplois. Il y a également la présence de 7 lignes régulières Trans 80. Donc, les lignes Trans 80, c'est le réseau de lignes interurbaines organisé par la région. Le réseau de transport à la demande Tissois, donc comme vous l'avez expliqué M. Descoutures tout à l'heure, c'est le réseau qui a été mis en place par la régie, via une régie de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. On constate également la présence de 5 aires de covoiturage, que vous pouvez voir là représentés avec les petits pictos voitures, qui se trouvent à chaque partie du territoire. La présence de 2 voies vertes situées plus au nord du territoire. Ce territoire est également desservi par 3 autoroutes et on a constaté une solidarité assez prononcée entre les voisins,
Les flux sont très prononcés, sont majoritaires vers Amiens et Abbeville. Et comme on l'a déjà précédemment évoqué, il y a une structuration du territoire qui est effectuée autour de Bourg. Donc ces atouts donnent lieu à des opportunités, notamment dans le cadre du plan de mobilité rurale, avec un fort potentiel de développement des modes doux. Autre atout opportunité, eh bien, c'est l'investissement de la communauté de communes Somme Sud-Ouest dans le champ de la mobilité depuis 2012, comme M. Descoutures vous l'a expliqué tout à l'heure. L'élaboration de 3 PLUI en cours, ou encore la réalisation du SRADET, qui conforte le rôle de chef de filade de la région. Malgré ces atouts, il subsiste de nombreuses faiblesses à ce territoire, puisque environ 2500 habitants vivent dans un ménage sans voiture. A été constaté de nombreux freins psychologiques à la mobilité, avec peur de prendre les transports en commun, etc. L'éloignement de certaines communes, que ce soit au pôle d'emploi, mais également aux établissements scolaires, puisqu'on a par exemple des lycéens qui doivent... En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de lycée sur le territoire de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Donc pour se rendre au lycée, les élèves doivent se rendre à Amiens ou dans le secteur d'Abbeville. Donc ça représente notamment pour certains des navettes de 50 km pour avoir accès au lycée. Donc ça pose vraiment de nombreux soucis et on le verra dans le cadre des menaces, notamment de la déscolarisation. Il y a un usage de la voiture dominant, puisque la part modale de la voiture s'élève à 70%. J'ai plus les chiffres. Ouais. La marche de mémoire, c'était à 22%, le vélo seulement 1,3% et transport collectif 6%. Donc on est vraiment sur un usage intensif de la voiture individuelle sur notre territoire. Également une méconnaissance des offres de transport qui sont présentes, que ce soit au niveau du TISOA ou au niveau des offres régionales, que ce soit le TER ou les lignes régulières interurbaines. Des horaires de transport pas toujours adaptés, notamment pour les scolaires ou même les actifs. Une intermodalité peu développée, un coût de plus en plus prononcé pour les ménages, un coût de la mobilité de plus en plus prononcé pour les ménages, qui plus est dans le contexte actuel. Et une autre faiblesse, ça a été le développement d'un secteur de loisirs et d'activités éloignées des zones d'habitat. Donc ces faiblesses se transforment en menaces, notamment via un potentiel déscolarisation, un fort taux de chômage, un isolement des personnes âgées ou sans voiture, des revenus disponibles réduits du fait du coût de la mobilité, des dégradations de l'état de santé ou l'accroissement des flux automobiles et de la dépendance à l'usage de la voiture individuelle. Suite à ce diagnostic, ont notamment été définis les enjeux en termes de mobilité et de déplacement. Donc des enjeux dans le domaine économique. Donc les enjeux sont les suivants: l'attractivité résidentielle, économique et touristique, l'efficience du réseau de TAD intitulé TISOA et la maîtrise des coûts pour la CC2SO, la maîtrise ou la réduction des coûts pour les déplacements des ménages et du transport pour les établissements d'enseignement ou structures accueillant des groupes. Dans le domaine de l'inclusion sociale, les principaux enjeux sont l'accès aux soins, au pôle emploi, au commerce, aux services, à la formation, à l'emploi, ainsi qu'à l'information pour tous, l'autonomie des plus jeunes aux personnes âgées, la qualification et l'embauche des personnes peu mobiles, ainsi que la lutte contre l'isolement. Pour finir, des enjeux dans le domaine humain et environnemental, comme la santé, le bien-être des personnes, la sécurité des déplacements, la qualité du cadre de vie, ou encore la réduction des impacts des déplacements sur l'environnement. On va maintenant évoquer la stratégie qui a été mise en place. Donc, 5 orientations stratégiques ont été définies. La première, communiquer sur l'offre de mobilité et encourager le changement de pratique. La seconde, développer les déplacements alternatifs internes à la CC2SO. La troisième, l'amélioration des relations en lien avec l'extérieur
toujours un déplacement alternatif. La quatrième, faciliter la mobilité pour les personnes peu mobiles ou peu aisées. Et enfin, pour finir, la création d'un terrain favorable pour lutter contre l'autosolisme. Donc, cette carte décrit de manière synthétique la stratégie du PMRU. Donc, vous voyez, on peut apercevoir par exemple les créations des itinéraires cyclables, comment favoriser l'accès aux sites touristiques, de loisirs. Et donc, à la limite, sur cette carte, je vous propose de revenir par la suite dessus si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute de manière plus approfondie. Donc, les 5 champs opérationnels, donc, sur ce schéma, en fait, sur la colonne de gauche, vous avez donc les 5 orientations stratégiques et sur la colonne de droite, les 5 champs opérationnels du plan d'action. En fait, ce schéma permet vraiment de vous montrer les liens entre les orientations stratégiques et les champs opérationnels. Donc, les champs opérationnels sont au nombre de 5. Le premier, c'est donc la communication, l'information et l'accompagnement au changement. Et donc, pour expliquer, pour imager ce schéma, par exemple, c'est en lien avec la communication, communiquer sur l'offre de mobilité, encourager le changement de pratique ou faciliter la mobilité pour les personnes peu mobiles ou peu aisées. Second champ opérationnel défini, les modes doux. Troisième, les usages partagés de la voiture. Quatrième, les transports collectifs et l'intermodalité. Et enfin, l'articulation entre urbanisme et déplacement. On en vient maintenant au plan d'action. Donc, comme j'ai cité préalablement, le plan d'action a été réalisé autour des 5 champs opérationnels que je viens de vous évoquer. À ces 5 champs opérationnels a été greffé des levées d'action, donc en fait des espèces de sous-champs. Donc, je vais vous les présenter. Donc, pour le champ d'action, information, communication, accompagnement au changement, il y a 5 leviers d'action qui ont été définis. Donc, le premier, c'est faire connaître l'offre de mobilité auprès des différents publics, en particulier les publics fragilisés et les sensibiliser aux enjeux liés à la mobilité. Le second, éduquer les jeunes à la mobilité et à l'écomobilité. Le troisième, favoriser l'accès à l'emploi pour les personnes peu mobiles. Le quatrième, faciliter l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Et enfin, accompagner le changement vers des pratiques de mobilité plus durables pour les actifs. Donc concrètement, ça passe par des actions comme la mise en œuvre des données en open data, la création de documents adaptés à tous les publics, la structuration d'une politique de communication adaptée à tous, l'amélioration de l'information voyageurs au niveau des arrêts Trans 80 et Tissoire, le développement et l'accompagnement, la mise en place de plans de déplacement entreprise ou plans de déplacement établissement scolaire, ou encore l'accompagnement aux personnes peu autonomes. Le second champ opérationnel, donc les modes doux, constitué de 3 leviers d'action. Le premier, conforter et développer les itinéraires cyclables ou piétons entre les communes pour les déplacements de quotidien ou de loisirs. Le second, favoriser les déplacements à pied et à vélo dans les villages et les bourgs. Et le troisième, ancrer les modes doux dans le paysage et les pratiques. Donc les objectifs, c'est vraiment créer les conditions favorables à l'utilisation de la marche et du vélo pour les déplacements entre les villages et en leur sein. Ça passe par la création d'aménagements cyclables, leur sécurisation, ou encore le déploiement de stationnements vélo en masse. Troisième champ opérationnel, les usages partagés de la voiture, avec comme levier d'action l'accompagnement et au développement des usages partagés de la voiture. Donc là, ça passe concrètement par le développement du covoiturage avec la matérialisation d'aires, notamment en lien avec le schéma départemental des aires de covoiturage, ou encore communiquer au sujet de ces aires et plus généralement du covoiturage. Également, ça revient à développer l'autostop organisé ou le partage de la flotte des véhicules de la collectivité, par exemple. Quatrième champ opérationnel, les transports collectifs et l'intermodalité, avec 3 leviers d'action: développer et conforter l'offre régionale de transport collectif et routier,
faire évoluer TISOA pour mieux répondre aux besoins des habitants, en particulier les plus fragiles, et favoriser l'intermodalité et la multimodalité. Ça, concrètement, ça revient par exemple à l'amélioration de l'offre TER et du réseau interurbain départemental. Réduire les temps de parcours, notamment pour l'accès aux scolaires, aux établissements scolaires comme les lycées, comme suite à la problématique que je vous ai évoquée tout à l'heure. La création de pôles d'échange multimodaux, la création de lignes régulières supplémentaires et le réaménagement de la gare de Pau, par exemple. Et enfin, dernier champ opérationnel, l'articulation entre l'urbanisme et les déplacements, basé sur 3 leviers d'action. Le premier, à l'échelle intercommunale, avec l'objectif de conforter les pôles et la desserte en transport collectif. À l'échelle des bourgs et villages, créer les conditions favorables à l'usage des modes doux et des transports collectifs ainsi que des véhicules électriques. Et à l'échelle des secteurs d'aménagement du renouvellement des PLUI, concevoir un urbanisme vertueux. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de concevoir un urbanisme qui favorise la proximité entre les logements, les services, les commerces et les transports collectifs. Pour donc résumer le plan d'action, donc ça c'est une fiche qui est donc issue du plan de mobilité rurale, du document. Vous avez donc le champ opérationnel qui apparaît tout en haut. Donc dans le cas présent, l'information, la communication, l'accompagnement au changement. Ensuite, vous trouvez le levier d'action et les actions ou recommandations. Donc, comme l'a expliqué Agnès tout à l'heure, il y a des priorités qui ont été définies, notamment par les élus. Les actions que vous voyez apparaître en rouge, orange, ce sont des actions qui ont été définies comme priorité haute. Celles en bleu, ce sont des actions définies comme priorité moyenne. Et enfin, celles en noir, considérées comme priorité faible. Vous trouvez ensuite, vous voyez à l'écran, un exemple de fiche action. Donc là, vous avez le nom de l'action qui se trouve en haut, structurer une politique de communication et de mobilisation dans le cas présent. Vous avez l'objectif auquel cette action répond, le descriptif de l'action, les orientations qui sont concernées par cette action, les cibles de l'action, la priorité qui a été définie, les maîtres d'ouvrage, les partenaires, coûts et financement. Au sujet du suivi et de la mise en œuvre du plan. Donc, il y a différentes instances qui vont être ou sont en cours d'être installées, avec un comité de pilotage pôle métropolitain CC2SO, qui a donc notamment pour objectif de réaliser le bilan des actions effectuées et la définition de la programmation à venir. Il sera composé des commissions mobilité pour le pôle et des commissions urbanisme et bien vie à domicile en ce qui concerne la CC2SO, mais également des partenaires et mobilité, oui, et également des partenaires techniques. Au sujet des moyens humains mis en place, donc il y a eu la création d'un poste de chargé de mission au pôle métropolitain pour 3 ans, financé par la CC2SO, cofinancé par la CC2SO et l'ADEME, donc en l'occurrence mon poste. Au sujet des acteurs de la mise en œuvre, ils ont donc été répertoriés dans chaque fiche d'action par maîtrise d'ouvrage et par partenaires techniques et financiers. Et enfin, au sujet des moyens financiers pour les actions sous maîtrise d'ouvrage de la CC2SO du pôle, une aide de 25 000 € maximale sur 3 années a été apportée par l'ADEME pour les actions de communication. Pour les autres actions, ce sont des financements à recherche. Je vais maintenant passer la parole à Agnès. Alors, pour la phase de consultation des personnes publiques et du public, donc peut-être rappeler que si c'est cette procédure de plan de mobilité rurale qui a été choisie, c'est aussi parce que c'était une démarche officielle et qui a permis d'avoir une certaine visibilité vis-à-vis d'autres acteurs, et notamment par le biais de cette consultation qui s'est déroulée donc après l'arrêt du premier arrêt du projet. Donc, il y a différentes instances qui ont été consultées, à qui on a envoyé le plan.
les autorités compétentes en mobilité, voirie et transport. Donc, la communauté de communes a été reconsultée, puisque ce n'était pas le maître d'ouvrage, mais aussi le conseil régional en tant que transport, et puis le département, Amiens Métropole, et la communauté d'agglomération voisine où se trouve Abbeville. Des organismes et associations ont aussi été consultés à leur demande. On a reçu quatre avis d'associations, de chambres consulaires. Et le public a été consulté aussi, informé par voie électronique. Sur le site de la CC2SO et de la préfecture, la population a pu consulter le plan et déposer ses avis. Et puis, 5 avis ont été reçus. Alors, ça peut paraître peu, mais par rapport à ce type, quand on voit par rapport au SCOT, par exemple, voilà, c'est pas mal du tout, finalement. Voilà. Alors, pour inviter la population à consulter, à donner son avis sur le plan, une vidéo a été réalisée par un prestataire extérieur. En espérant que ça marche. Salut, moi c'est Soso. Comme vous, je vis dans Somme Sud-Ouest. Et si on parlait mobilité? Saviez-vous que chaque jour, nous, habitants de ce secteur, parcourons en voiture l'équivalent de 16 tours du monde, soit 716 pleins de voitures, et en rejet de CO2, l'équivalent de la combustion de 45 tonnes de charbon par jour. Santé, sécurité, commodité, vos trajets, vous les vivez bien? Comment vous déplacez-vous au quotidien? J'ai 2 filles et on habite dans un petit village. Bon, après, il y a le car qui peut les prendre en passant, mais le soir, ça fait un peu tard quand ils rentrent, donc je préfère venir les chercher le soir. Mon problème, c'est les transports parce que je n'ai pas le permis et je dois prendre le bus tous les jours. Je ne peux pas faire mes heures pleinement. Je me déplace en vélo. Plus de vélo, je pense que ça serait mieux pour la planète. Alors moi j'y vais à pied parce que j'ai la chance de travailler dans mon village. Donc c'est vrai que c'est une économie d'essence. Moi toute seule c'est pas un souci, c'est plus avec les enfants où il faut toujours surveiller, les gens roulent vite. C'est sûr que sans voiture c'est pas évident, mais il y a toujours les copains ou les parents qui suivent derrière, quoi. Bah écoutez, pour aller au lycée avant, ouais, je prenais le car obligatoirement, quoi. Mais sinon maintenant le train, j'ai dû le prendre une fois ou deux pour aller comment dire, à Ville ou Amiens. Mon problème, c'est l'essence qui grimpe, mon gros problème. Alors forcément, oui, la voiture, c'est aujourd'hui une nécessité ou un mal nécessaire puisque de par, je dirais, mon travail ou professionnellement parlant, je suis amené à me déplacer sur une zone qui est conséquente, hein, qui va de Reims en passant par Paris, en allant jusqu'aux portes de Caen et en remontant sur tout le nord. Jeunes, retraités, actifs, sans emploi ou personnes à mobilité réduite, je peux vous aider. Nous avons tous le droit à une meilleure mobilité. Vous souhaitez limiter votre impact écologique, bénéficier de davantage de mobilité ou simplement réaliser des économies? De nombreuses solutions et aides financières à la mobilité existent déjà. Malgré l'offre existante, les élus et les acteurs de la mobilité sont conscients des difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais aussi de l'impact des déplacements sur notre santé et sur l'environnement. Et si vous deveniez acteur de votre futur? Comment? Grâce au plan de mobilité rurale, unique dans les Hauts-de-France. Par ce plan de mobilité rurale, votre communauté de communes souhaite communiquer sur l'offre de mobilité, développer le covoiturage, créer des itinéraires cyclables et implanter des aires de stationnement pour les vélos, adapter l'offre de transport collectif et mieux répondre aux besoins des habitants. Et enfin, accompagner les habitants dans cette modification de leurs habitudes de déplacement. Le but, c'est de permettre à tous de se déplacer plus facilement ou autrement. C'est la garantie d'un passeport pour l'autonomie. Et puis, c'est mieux pour notre santé, notre porte-monnaie et notre planète. En quelques clics, réagissez aux propositions sur les solutions d'avenir. Vous déplacez malin, c'est avec vous et pour demain. À bientôt, chers voisins. Voilà,
justement, vous pouvez retrouver tous les éléments concernant le plan de mobilité rurale sur le site de la communauté de communes. Donc, vous retrouverez le plan proprement dit, la vidéo qu'on vient de vous montrer, et aussi les 4 panneaux de l'exposition qui ont été aussi présentés lors de la concertation. J'ai oublié de dire aussi qu'on avait organisé ces panneaux d'exposition, ils ont été présentés sur un stand sur 3 marchés de la communauté de communes pour informer la population de cette consultation. Voilà, donc pour en savoir plus aussi sur la méthode d'élaboration du plan, vous pouvez aller sur le site de l'agence d'urbanisme, aduga.org, dans les onglets travaux mobilité, où vous retrouverez une plaquette d'informations qui a été faite pour vulgariser la démarche, la diffuser dans la région Hauts-de-France. Ça faisait partie du deal avec l'ADEME qui acceptait de financer nos travaux à condition de diffuser la démarche, comme c'était le premier plan dans la région Hauts-de-France. Alors, pour terminer sur le coût et le financement de l'élaboration du plan, on a distingué la phase élaboration de la phase concertation, approbation, finalisation. Donc, sur la partie réalisée par l'agence, il y a une équipe projet de 3 personnes qui a été mobilisée. Mon directeur, ma collègue chargée d'études qualification et moi. Et puis, on avait une équipe ressources, cartographe, infographiste et chargée de communication, qui a été recrutée spécialement pour nous accompagner sur le plan de mobilité rurale, qui n'a pas fait que ça, mais qui a quand même une bonne partie de son temps là-dessus. Donc, cette partie élaboration, on estime à l'équivalent de 0,4 équivalent temps plein entre juin 2017 et décembre 2018. Et pour cette partie, on a obtenu une subvention de l'ADEME de 18 000 €. Et puis, sur la partie suivi administratif et technique, la communauté de communes qui était à la manœuvre avec 3 personnes, notamment chargées de mission urbanisme, le directeur des services techniques, le directeur général des services, donc avec et puis les services ressources qui ont permis de réaliser l'enquête auprès des clients de Tissoa, d'installer le stand en Café Croissant en gare de Poix, et puis le service communication aussi qui a suivi les travaux, notamment la vidéo, l'information, qui a réactualisé la page mobilité rurale sur le site. Et puis, donc l'ADEME, la région et le CREM qui ont accompagné techniquement la réalisation du plan et qui ont participé au revue de projet, groupe technique, réunion avec les élus. Sur la partie concertation, approbation, finalisation, donc qui s'est déroulée sur toute l'année 2019. Donc là, à l'agence, la mission, c'était de préparer la consultation des personnes publiques et du public, de préparer l'approbation du rapport final et de finaliser le document jusqu'à l'impression du document. Donc, il y a la partie maquette du plan qui a été confiée à un prestataire extérieur et toutes les modifications qui ont été apportées après le premier arrêt du projet, ainsi que la refonte des illustrations en bonne définition pour impression, c'est l'agence qui les a réalisées. Voilà, et puis donc pour le suivi technique côté société, on trouve à peu près les mêmes. Et côté pôle, après l'arrêt du projet, le suivi administratif et technique a été repris par le pôle à travers son directeur et le cadre administratif et financier. Alors, en prestation extérieure, donc on a donc eu affaire à plusieurs intervenants, une graphiste pour créer la mascotte que vous avez vue dans le film, qui parle dans le film.
Elle a réalisé aussi la mise en page et l'impression de la plaquette de promotion du plan auprès des partenaires de France. Et elle a fait aussi la mise en page du document. Donc, tout ça pour environ 10 000 € hors taxe. On a une société de production vidéo qui a réalisé la vidéo pour 9 000 €. C'est l'Avenue qui a imprimé, qui a réalisé les impressions, affiches, flyers pour les réunions publiques lors de la concertation, des flyers. Et puis l'impression du plan, donc en 600 exemplaires, pour 5 100 € hors taxe. Donc, alors normalement, l'impression du plan aurait dû pouvoir être subventionnée par l'ADEME, mais on a été trop optimiste sur le calendrier. On n'a pas réussi. En fait, la subvention, l'ADEME finançait tout ce qu'on réalisait en termes de communication avant le 31 décembre 2018 et on n'a pas réussi à imprimer le plan dans ces délais. On a donc eu une subvention moins élevée que prévu, mais de l'ordre de 20 000 €. Et puis je voulais terminer par les modifications apportées par la LOM, puisque aujourd'hui, le plan de mobilité rurale, ça n'existe plus. Maintenant, avec la LOM, on parle de plan de mobilité simplifié. Et il y a quand même quelques différences, puisque avant la LOM, le maître d'ouvrage, c'était le porteur du SCOT, sur toute ou partie de son territoire. Et maintenant, avec la LOM, c'est l'autorité organisatrice de la mobilité, ou le porteur du SCOT, si sa compétence est élargie à l'élaboration de plans de mobilité simplifiée, couvrant l'ensemble du périmètre. Et sous réserve que ce périmètre inclut la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces AOM aient donné leur accord. Donc, on n'est plus tout à fait dans le même schéma. Et puis, il y a aussi des nouveautés par rapport au contenu, où avant la norme, on était dans quelque chose, on était essentiellement pour la mobilité des personnes. Et là, avec la norme, on parle aussi de transport de marchandises et plus uniquement des conditions de mobilité des personnes. Voilà, donc c'est des petites nuances, mais bon, le plan reste toujours facultatif, donc après, c'est au choix des intercommunalités. Voilà, on en a terminé avec notre présentation. À votre disposition pour les questions. Eh bien, génial, parce qu'on a déjà une petite dizaine de questions. Donc, on en a répondu à certaines au fil de l'eau, mais typiquement, si on revient sur les ressources dont vous avez eu besoin, on nous demande si vous avez été accompagné par un bureau d'études. Non. On a tous les moyens de... Le bureau d'études, finalement, ça a été la DUGA, l'agence urbanisme du Grand Amiénois. Ok, donc tout intérêt. Alors, si on en revient au diagnostic, Madame Akosano nous demande si les flux identifiés dans le diagnostic sont issus d'une enquête ménage ou enquête, d'où ils viennent, ces flux identifiés. Les flux, alors effectivement, il y a eu une enquête déplacement grand territoire qui a été réalisée en 2010 dans le Grand Amiénois et qui a permis d'identifier les grands flux en lien avec au sein du territoire et en lien avec l'extérieur. Après, il y a aussi il y a aussi une connaissance des élus. Si jamais, souvent la question qu'on a, c'est est-ce qu'il faut faire une enquête ménage pour pouvoir faire un plan de mobilité rurale. C'est vrai qu'on aurait quand même pu faire ce plan si on n'avait pas eu d'enquête ménage, d'enquête déplacement grand territoire. C'est vraiment déterminant d'avoir les retours des gens qui sont en contact avec les différentes populations
du territoire, les élus qui ont aussi une connaissance assez fine de leur population, des problèmes qu'elles rencontrent. Donc, il ne faut pas tout miser sur... c'est bien d'avoir des données, mais il ne faut pas non plus tout miser dessus. Et vraiment, c'est pas que ça prend du temps d'aller rencontrer les gens, de faire des réunions, mais c'est vraiment important dans cette démarche. Moi, ça m'a beaucoup personnellement apporté. Ça m'a changé justement des grands chiffres qu'on établit derrière son ordinateur et d'aller sur le terrain et rencontrer les gens. Oui, ça permet de mieux valoriser au final les données plus quali, on va dire, d'un territoire. Alors, on va continuer avec les questions de Madame Akosano. Comment avez-vous travaillé les liaisons avec l'extérieur, les territoires autour et les continuités? Alors, les liaisons, il y a plusieurs natures de liaisons. On a travaillé par mode de déplacement, en fait. Alors, si vous allez dans le document, on a des cartes qui concernent les aménagements cyclables. Peut-être le présenter tout à l'heure. Voilà, celle-ci. Et en fait, à chaque fois, on distingue, on a essayé de répondre aux besoins internes à la communauté de communes, mais aussi sur les relations avec l'extérieur. Donc, relations avec les grands pôles, notamment Amiens, Abbeville, mais aussi avec les gares qui sont limitrophes du territoire. Et on a réfléchi sur le même principe pour les transports collectifs. Là, la problématique, c'est la liaison avec Amiens et Abbeville. D'ailleurs, le constat a été fait qu'il n'y avait pas des lignes régionales du réseau Trans 80, elles sont très polarisées vers Amiens, mais il n'y a aucune ligne régulière, par exemple, qui va vers Abbeville, alors que c'est un pôle d'attraction pour le territoire. Et est-ce que du coup, vous avez identifié des leviers pour changer cette offre plus régionale? Alors, il y a des leviers, mais donc les leviers, ça serait éventuellement, quand on en a discuté avec la région, ça pourrait être d'ouvrir les lignes de transport scolaire, de les rendre ouvertes à tous les publics. Mais pour l'instant, la région n'est pas... ça ne peut pas se faire à court terme, puisque les cars sont déjà très remplis par les lycéens. Mais ça pourrait peut-être s'envisager à plus long terme. La démographie lycéenne diminuera ou s'il y a des moyens supplémentaires et que la région peut faire en plus. Ça, c'est avec les prises de compétences, les évolutions de prise de compétences, ça sera peut-être des choses qui pourront évoluer. Encore un peu de marge. Sur le covoiturage, il y a des différentes aires qui ont été identifiées, et notamment pour les liens avec l'extérieur, c'est des aires d'autoroute à proximité des diffuseurs autoroutiers. D'ailleurs, on nous demande des précisions sur les aires de covoiturage. Donc, Madame Gir, qui nous demande quelles sont les capacités de ces aires. Alors, on n'a pas été jusqu'à ce niveau d'identifier les capacités des aires. Après, il y a le département, tu veux peut-être tout compléter? Voilà, il y a le département qui est en train de finaliser son schéma directeur des aires de covoiturage. Okay. Donc, l'idée, après, il devrait contenir à peu près 50% des aires qui doivent être matérialisées. Et ensuite, à peu près 50% des aires restantes, ce sera dans le cadre de la compétence d'aménagement, soit des communes ou de la communauté de communes. Mais l'idée, ce sera vraiment surtout de matérialiser des aires qui sont déjà existantes et dans lesquelles s'exerce du covoiturage, entre guillemets, un peu sauvage. Et donc voilà, et également jalonné, très important. Donc on est plutôt sur ce principe-là. Pour plus de détails, d'ailleurs, sur cette carte, toutes les petites étoiles que vous voyez en bleu, ce sont des aires qui sont à créer ou à matérialiser. Donc, et celles qui apparaissent en violette, ce sont déjà des aires existantes à l'heure actuelle. Donc, on est quand même sur la création ou la matérialisation d'une douzaine d'aires, si ma mémoire est bonne.
Après, pour certaines aires, un panneau, ça se matérialise par un panneau sur un parking devant une église. Enfin, vous voyez, on a évoqué le caractère très rural du territoire. On n'est pas sur la création de niveau de parking. On est sur une matérialisation d'emplacement pour que petit à petit, le covoiturage s'inscrit dans le paysage et dans les pratiques. Ça peut être 2, 3, 4, 5 places y a pas selon vraiment les aires. Après, c'est plus à proximité des autoroutes ou des grands axes routiers où là, on sera sans doute dans des conditions plus importantes, et aussi ça sera aussi fonction des disponibilités foncières à proximité. Oui, donc il y a en gros un double enjeu sur les gros axes. Ça va être vraiment plus de l'aménagement pour faciliter le covoiturage. Et dans les zones plus rurales, c'est vraiment plus identifier et du coup communiquer sur la possibilité de covoiturage. Alors, on a une autre question, mais là, on change de mode de déplacement. Monsieur Mérigot nous demande, quid de l'aménagement de la gare? Est-ce qu'on peut détailler? Et quelle offre de mobilité vous y avez associée? L'aménagement de la gare, on est encore vraiment en phase projet. Il y a plusieurs types différents, enfin plusieurs, comment dire, je sais pas le terme, plusieurs scénarios, non pas scénarios différents, mais en fait, il y a le parking de la gare qui doit être réaménagé, et en parallèle, il faut savoir, il y a l'existence d'un bâtiment qui n'est plus utilisé, enfin anciennement le hall de la gare qui n'est plus utilisé par la SNCF. Et l'idée, ce serait pourquoi pas de travailler pour mettre des services dedans, enfin pas laisser mourir ce bâtiment, le faire vivre, que ça devienne un lieu de vie et que ça permette également de développer la gare, ses services, etc. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et ensuite, il y a le deuxième point donc, qui consiste à réaménager la gare, le parking de la gare de Poix et mettre en accessibilité ses accès. Donc là, on est vraiment avec l'objectif de créer un dépose-minute, par exemple, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de dépose-minute. Donc en heure de pointe, en fait, on a l'impression que le parking est saturé et c'est pas forcément, enfin dans la réalité, c'est pas forcément comme ça. On va également, pour inciter à l'usage du vélo, installer dans le cadre du programme Véol peut-être une consigne à vélo. Ça, c'est vraiment dans le projet, une consigne sécurisée, parce que la gare de Poix est assez isolée en fait du reste de la commune, donc il vaut mieux partir sur des stationnements sécurisés. Et puis voilà, après c'est de la mise en accessibilité de parking, éventuellement des quais, mais ça reste de la compétence de la SNCF donc, et de la région. Donc on est plus là les titiller à pousser pour qu'ils le fassent, mais la finalité ne de leur bonne volonté. Juste, je précise, le programme Alvéole, c'est vraiment pour le stationnement vélo, c'est ça? Et c'est financé par l'ADEME. C'est pour financer des abris couverts, sécurisés. Et puis, donc voilà, on est sur ces principes-là. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Xavier, ou non. En fait, la région une étude sur la gare elle-même, mais aussi, du coup, elle pourrait éventuellement accompagner un réaménagement de la place de la gare. Ils sont en attente de savoir quels sont les souhaits de la communauté de communes par rapport au devenir du bâtiment. Ils prévoient de travailler sur ce sujet plutôt l'année prochaine. Donc, pour l'instant, et la commune de Poix-Picardie, qui est lauréate de la projet de revitalisation des centres-bourgs, donc elle travaille actuellement avec un bureau d'études fait des propositions sur l'aménagement du centre-bourg, de la place, bien entendu, la partie commerciale et la liaison avec la gare qui est un élément important et fort dans la commune. Donc il y a aujourd'hui une réflexion entre la commune, entre la région, entre la SNCF et la Comecom dans le cadre du plan de mobilité rurale pour valoriser cet espace-là et la liaison entre le bourg, les écoles, les entreprises et la gare. Donc un vrai travail d'équipe. Monsieur Mérigot avait une autre question là sur les données en open data. Est-ce que vous pouvez détailler je crois que c'est vous, Monsieur Mazet, qui en avez parlé.
Ouais, c'est une des priorités définies comme haute. Donc, parce que notamment dans le cadre de la loi LOM, on va être obligé, enfin, il y a une obligation pour la régie de transport de mettre en open data leurs données. Nous, vous savez, vu que, comme l'expliquait M. Descoutures tout à l'heure, on est à l'heure actuelle encore, on est à haut de second rang de la région pour les transports scolaires, etc. Donc, on a eu des premières réunions de travail avec eux qui a abouti au fait que c'était à eux, normalement, de mettre en open data nos données, vu qu'ils doivent, dans le cadre de leur transfert de compétences, ils doivent également transférer les moyens, etc. Donc, pour l'instant, on est un peu en attente de leur retour, plus pour vous mentir. Donc, sujet. En fait, il faut comprendre que le plan de mobilité rurale, au départ, on souhaitait que ce soit un plan avec des actions très concrètes, des financements bien précis. Et en fait, au fil du temps, et vu les moyens finalement quand même assez qu'on avait, c'est devenu plutôt une feuille de route pour toutes les réflexions à mener dans les 12 ans. Mais ça a permis, à travers les réunions techniques, mais aussi la concertation, de mobiliser tous les partenaires de la mobilité sur le territoire, de faire remonter des besoins. Par exemple, il y a des communes qui nous ont dit nous, on n'est pas desservis par les cars. Jamais il s'était manifesté auprès de la région pour dire qu'on pourrait être desservis. Ne serait-ce que de faire remonter ces besoins-là. Il y a déjà, avant l'approbation du plan, en fait, il y a déjà eu des actions des partenaires de la mobilité pour améliorer l'offre et répondre aux besoins qui ont pu émerger lors de l'élaboration du plan. Oui, au final, rien que le diagnostic a permis de soulever des questions. D'ailleurs, M. Guilpard nous demande si on a des premiers retours d'expérience chiffrés sur les retombées du plan. Est-ce que vous avez détecté des nouveaux usages, plus de covoiturage, plus de trafic dans les cars? Alors là, c'est un peu dur. Le plan a été approuvé en décembre, que Antoine Mazet est arrivé en janvier et que avec la crise Covid, c'est un peu pour des élections surtout. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a pu être prise sur le plan mobilité rurale. Après, il y a ce qui a pu être modifié. Donc, on reviendra l'année prochaine faire une petite webconférence de bilan et on invitera M. Guilpard. Vous nous verrez dès le début de la visio. Au point pour la prochaine. Non, c'est bon. On revient sur les coûts et les financements avec une question de Madame Fontaine. Je ne suis pas sûre que ça a été précisé, mais quel est le coût global de la phase de concertation? Il me semble que vous avez fait une... Le coût global de la phase de concertation, alors oui, c'est vrai. Donc il y a eu pas mal de temps passé. Pour accompagner le pôle métropolitain dans la préparation, l'analyse des avis et puis les propositions de reformulation d'actions pour prendre en compte les avis. Donc il y a cette partie temps passé où là c'est l'agence qui a été mobilisée. Et puis, il y a la partie communication. Peut-être que je vais faire au suivant. Et pour la phase de concertation, alors pardon, là j'étais en train de parler de la phase de consultation à la fin. Voilà. Sur la partie consultation, c'est peut-être du coup, je reviendrai pas. Consultation, donc il y a eu la vidéo. Et puis l'exposition. Et l'exposition, c'est nous, agences, qui l'avons faite à partir des éléments fournis par la graphiste. Donc en prestation extérieure purement pour la consultation du public, donc après arrêt du projet, on est sur 9 000 € hors taxe. Après, pour la
partie de concertation, est-ce que la question portait sur plus la concertation au début? Ouais. Oui, toute la concertation. Concertation au début, ben là aussi c'est du temps passé. Là comme ça, je peux pas vous dire combien de temps. Enfin, on a commencé en juin et ça s'est déroulé à peu près jusqu'en octobre, donc c'est quasiment du temps plein là-dessus. Et puis en termes de prestations extérieures, bah, c'est l'impression des affiches et flyers et les achats pour Café Croissant. Donc, et puis bon, il y a les salles pour les réunions qui ont été prêtées par les communes. Donc on est plutôt quand même sur du temps passé et la réalisation de documents graphiques type affiches, flyers pour communiquer. Ça, on l'a fait, cette partie-là, on l'a faite en interne. Ok. Donc oui, un peu de budget créa et après niveau temps, effectivement, la dernière fois qu'on a parlé phase de concertation pour tous à bicyclette avec la communauté de communes du Mont des Avaloirs, c'était aussi 6 mois. Donc je pense qu'il faut compter 6 mois de phase de concertation entre l'organisation, etc. Alors on revient avec Monsieur Guilpard. Il nous demande si vous avez défini des indicateurs de mesure des actions. Que du coup, pour votre plan d'action, vous avez grosso modo, pour l'instant, non? Non, clairement, on n'en a pas mis. Mais il est prévu chaque année de faire un bilan d'avancement des actions. Oui, il faut savoir où. Et d'avancement des actions, après, c'est très. Après, mesure des pratiques, hormis la fréquentation du service d'ISOA, des choses qu'on peut vraiment mesurer, on n'a pas prévu pour l'instant de budget spécifique pour faire des enquêtes, voir comment les pratiques. En fait, déjà, la priorité, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse changer les pratiques. Parce qu'on part de loin. On part de loin. L'usage de routine est vraiment intensif. Mais pour faire son aide, les gens perdent. Après, les conditions, déjà, on est tout quand même, que ce soit en termes de vélo, de stationnement de vélo, l'aménagement cyclable, on a un paquet pour par exemple, dans le cadre de la semaine de la mobilité, les challenges école mobilité scolaire, etc. Et donc il n'y a pas d'indicateur identifié et en tout cas indiqué tel quel. Vous êtes toujours avec nous? Non, cette fois-ci, il semblerait que c'est moi qui ai un problème de connexion. Ah. Là, tout est bon. Il me semblerait qu'on ait plus de nouvelles questions. On va attendre quelques secondes, voir si les spectateurs ont d'autres questions en suspens, on va dire. Dans tous les cas, en plus de la vidéo, on va mettre en ligne votre présentation et on mettra aussi le lien de la vidéo qu'on a pu voir, mais sans le son, pour que tout le monde ait toutes les informations et puis voir ce que vous avez fait. Donc nous avons Madame Gir qui nous remercie, enfin qui vous remercie pour cette présentation. Merci à vous pour votre participation. Bon, comme il me semblerait qu'on est... Il y a des questions, on est joignable. Les coordonnées. Vous avez mes coordonnées de toute façon. Oui, je pourrais faire le relais et de toute façon, via la plateforme, les gens pourront poser des questions vous poser des questions si il en reste. Et bien justement, il suffisait juste de reparler des questions. Monsieur Declève demande... Monsieur Descoutures évoquait le financement des stations. Alors, Monsieur Mazet, je pense, via Alvéole. Avez-vous l'intention de sonder les professionnels à propos des autres volets, remise en ciel ou réparation? Je pense que la question porte sur, hormis Alvéole, avez-vous l'intention de faire des choses sur la remise en selle? Va y avoir des ateliers de remise en selle, notamment
potentiellement pendant la semaine de la mobilité. Dans le cadre, on espère mettre en place un plan de déplacement établissement scolaire à partir de 2021. Donc, il y aura également des ateliers dans ce cadre-là. On va également développer, mettre en place, toujours durant la semaine de la mobilité, un atelier, entre guillemets, test de vélo assistance électrique. Parce qu'on est vraiment dans une commune, en fait, Pau-de-Picardie, donc la principale commune de la CC2SO. C'est vraiment une commune vallonnée. Donc déjà, rien que pour aller à la gare, ça monte déjà pas mal. Donc ça complexifie encore plus, d'ailleurs, la tâche pour développer les modes doux. Donc ouais, il y aura vraiment des ateliers de remise en selle. Ça fait vraiment partie de la stratégie globale de communication qui est en cours de finalisation, qui va être mise en place à partir de septembre. D'accord, super. Je rebondis. Alors, dans la démarche du PMRU, l'Action nationale d'intervention. Alors, Monsieur Declève dit la question est de relier la démarche du PMRU à une action nationale en termes de chiffres. Pour bien compris la question. Monsieur Declève, si vous pouvez préciser, car c'est un peu flou. Je rebondis du coup sur tout ce qui est atelier de remise en selle et de sensibilisation. Avec France Mobilité, on organise donc les matinales vélo pour justement encourager la pratique du vélo sur les territoires. Ça aura lieu le 15, 16, 17 juillet en webconférence. La première matinale, c'est pour faire un peu l'état des lieux. La deuxième, on va vraiment faire le lien infrastructure et atelier pour encourager la pratique du vélo. Et la dernière matinale, on va regarder les différents ateliers et possibilités qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en place sur différents publics. On va avoir le savoir rouler pour les élèves, puis on a tout ce qui est public en insertion pour leur aider à retrouver un travail aussi avec une mobilité parfois qui manque, et aussi tout un travail sur les populations un peu plus vieillissantes, on va dire, qui peuvent avoir certains freins à se remettre en selle. Donc, si vous avez besoin d'idées, on aura pas mal d'associations et d'acteurs qui ont déjà fait qui ont mis en place quelques actions. Alors, Madame Gère nous demande, pensez-vous financer le complément de l'aide à l'achat de VAE? C'est prévu dans le cadre du plan mobilité rurale qu'une aide soit mise en place à moyen terme. Mais là, il va y avoir des nouvelles aides d'une autre collectivité normalement qui devraient être mises en place incessamment sous peu. Donc, je ne peux pas en dire plus parce que ce n'est pas encore officiel, a priori. Mais une aide qui devrait représenter à peu près 30% du prix potentiellement 30% du prix d'achat d'un VAE. Donc, pour l'instant, c'est une action du plan de mobilité, mais c'est pas une de nos priorités à l'instant T. On est plus pour développer l'usage du vélo, vraiment installer en masse des arceaux vélo, des abris vélo, parce que c'est vrai que tout ça, des stationnements vélo, on n'en a presque aucun sur le territoire, même aux gares, au commerce, tout ça. Donc on est vraiment déjà sur cette première étape-là, créer les conditions favorables pour inciter à l'usage du vélo. Parce que si les gens font du vélo, mais s'ils ne peuvent pas se stationner, c'est un peu embêtant. Donc, oui, donc commencer déjà par avoir... Ouais, c'est ça. Et ensuite, on est vraiment sur la création d'infrastructures de pistes cyclables en parallèle pour relier notamment Poix et le futur centre d'activité, la ZAC de la Mine d'Or, sur lequel se trouve un centre aquatique. Donc ça, c'est vraiment les priorités pour 2020-2021. Après, ensuite... On verra pour le financement VAE qui peut être aussi en complément de celui de l'État. Et d'ailleurs, Madame Gire nous dit que le Grand Chalin 71 l'a mis en place, on parle du financement des VAE, et que ça marche bien, mais qu'effectivement, le stationnement est plus que nécessaire en amont pour que ça marche. Je reviens avec Monsieur Declève qui nous dit qu'effectivement, via les professionnels de réparation de vélos, ça permet de faire un bilan à l'échelle de la CCCSO. Et du coup, de voir si l'opération coup de pouce vélo à la réparation peut permettre de vérifier la convergence. Je ne suis pas sûr de bien saisir la question, mais en gros, coup de pouce vélo, donc on a dû communiquer auprès des habitants de la CC2SO pour y participer.
également auprès des éventuels réparateurs, mais le souci qui se pose dans notre territoire, c'est qu'il y a très peu de réparateurs. Vélo, il devait y en avoir un ou deux, à peine. Donc, les gens, en fait, pour effectuer leur réparation, ils devaient souvent aller faire une navette de 20 km pour l'effectuer. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, je risque de couper car je n'ai plus de batterie. Ah, bah, de toute façon, on n'a plus de questions. Donc, c'est la batterie est coordonnée avec les questions. Non, mais on a encore. Enfin, vous n'étonnez pas si ça coupe, c'est juste. Monsieur Declève vous remercie pour ces éléments. Et bien, je pense qu'on va pouvoir terminer sur ces questions relatives au vélo, sachant que nous n'avons plus de nouvelles questions. Je vous remercie encore une fois pour cette présentation et je remercie aussi tous les spectateurs d'avoir répondu présent. Vous retrouverez donc la vidéo de cette présentation d'ici la semaine prochaine avec le PowerPoint ainsi que les liens dont on a parlé. Et je vous remercie encore une fois, Monsieur Mazet et excusez-moi, Madame Agnès, j'ai oublié votre nom, Descamps, d'avoir fait cette présentation. Et aussi merci à Monsieur Descoutures, qu'on ne voit pas au champ, mais qui est peut-être encore là. Il a dû s'absenter, mais on ne fera pas. Rendez-vous dans un an, du coup, pour faire un bilan. Super, génial. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne fin de journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci à tous.